La petite fille de la femme de ménage toucha la cicatrice du visage de l'homme d'affaires, et il se figea en entendant ce qu'elle a dit. « Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. » L'hiver parisien était arrivé plus tôt cette année-là, peignant la ville de teintes grises qui semblaient refléter l'état d'esprit de ses habitants. Les rues du quartier du Marais, où se dressaient les bâtiments les plus luxueux de la capitale française, étaient recouvertes d'une fine couche de gel qui faisait que les piétons accéléraient le pas vers la chaleur de leur destination. Camille Martin ajusta le foulard rose de sa fille pour la 3e fois ce matin-là, tandis qu'elles attendaient l'ascenseur de l'immeuble Le Parc Royal. À 28 ans, elle portait sur ses épaules une responsabilité qui semblait plus grande que sa structure délicate ne pouvait supporter. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon pratique et ses mains, marquées par de petites coupures de couteau et des brûlures de cuisine, trahissaient ses 3 années en tant que chef personnel. L'uniforme bleu marine impeccable contrastait avec le stress qui transparaissait dans ses yeux verts. « Maman, pourquoi tu es nerveuse ?» demanda Chloé, sa fille de 6, en attirant le bas du manteau de sa mère. La petite avait les mêmes yeux verts que sa mère, mais avec une lueur de curiosité qui semblait capturer chaque détail du monde qui l'entourait. Ses cheveux blonds bouclés s'échappaient du bonnet en laine, formant de petites boucles rebelles qui dansaient à chaque mouvement de tête. « Je ne suis pas nerveuse, mon amour. C'est juste que, aujourd'hui est spécial. Tu vas découvrir où maman travaille. » Camille s'accroupit à la hauteur de sa fille, réajustant à nouveau le manteau rose qui couvrait l'uniforme scolaire. « Tu te souviens de ce que nous avons discuté au sujet de Monsieur François ? Qu'il est très riche et qu'il n'aime pas beaucoup parler, » répondit Chloé, balançant ses petites jambes en parlant. « Et qu'il a une marque sur le visage, mais que ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Tu as dit que la marque sur le visage est comme la marque sur le genou quand je tombe de mon vélo, mais en plus grand. » L'ascenseur arriva avec un doux dingue, et mère et fille entrèrent dans la cabine miroir qui les conduirait au 32e étage. Camille observa son reflet multiplié et soupira. Il y a 3 mois, l'école de Chloé avait modifié ses horaires de fonctionnement en raison de travaux dans le bâtiment, et elle n'avait plus personne pour garder la petite le matin. Madame Olga, sa mère adoptive de 67 ans, traversait une période difficile avec des problèmes cardiaques et ne pouvait plus s'occuper de sa petite fille comme avant. « Monsieur François vit dans les nuages, maman ?» Chloé pressa son visage contre la vitre de l'ascenseur, observant la ville devenir de plus en plus petite en bas. « Presque, princesse. Il vit très haut, dans un appartement très grand et beau. » L'ascenseur s'arrêta doucement au dernier étage du bâtiment. Les portes s'ouvrirent, révélant un hall privé décoré de marbre de Carrare et d'une toile abstraite de proportions impressionnantes. Camille prit une profonde inspiration, tenait fermement la main de sa fille et sonna à la porte. François Dupont était dans son bureau, révisant des rapports financiers, quand il entendit le bruit. À 45 ans, c'était un homme de taille moyenne, mais qui compensait toute absence d'imposante stature par une présence magnétique qui faisait paraître n'importe quel environnement plus petit lorsqu'il entrait. Ses cheveux gris étaient toujours parfaitement coiffés, et ses costumes sur mesure n'avaient pas une seule ride hors de place, mais c'était la cicatrice qui attirait le plus l'attention. Une marque irrégulière qui commençait à la tempe gauche, traversait une partie de la joue et se terminait près du coin de la bouche, comme si quelqu'un avait dessiné un éclair sur sa peau. 27 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, mais il évitait encore les miroirs chaque fois que possible. « Camille est arrivée », murmura-t-il pour lui-même, vérifiant la montre Cartier à son poignet. Elle était toujours ponctuelle. En 3 ans de travail, elle ne s'était jamais trompée, n'avait jamais remis en question ses préférences alimentaires exotiques, n'avait jamais tenté de faire une conversation inutile. C'était exactement le type d'employé qu'il préférait, efficace, discrète et respectant son besoin de solitude.
Il se dirigea vers la porte, ajustant le côté gauche de son visage, dans une position qui minimiserait la visibilité de la cicatrice, un geste automatique qu'il faisait des milliers de fois par jour. En ouvrant la porte, il trouva Camille, accompagnée d'une petite fille qui l'observait avec l'intensité d'un scientifique étudiant une nouvelle espèce. « Bonjour, monsieur François, voici ma fille, Chloé. » Camille fit une petite révérence avec la tête. « Comme nous en avons discuté, hier, elle restera avec moi seulement pendant les matinées cette semaine. »« Bonjour, » répondit-il sèchement, maintenant le ton professionnel habituel. Ses yeux rencontrèrent ceux de la petite fille pendant un bref instant, avant de détourner le regard. Les règles restent les mêmes. Silence absolu pendant mes réunions et... François ne put terminer sa phrase. Chloé avait lâché la main de sa mère et s'était dirigée directement vers lui. Sans hésitation, sans peur, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, elle tendit sa petite main et toucha doucement sa cicatrice. Le monde s'arrêta. François ressentit comme un choc électrique parcourant tout son corps. Depuis 27 ans, seuls des médecins et des infirmières avaient touché cette marque, personne d'autre. Ni son ex-femme, ni ses petites amies occasionnelles, ni même sa mère. La cicatrice était un territoire interdit, la preuve physique de sa différence, de son inadéquation. « Chloé !» s'écria Camille, horrifiée. Elle s'avança pour tirer sa fille, le visage rouge de honte. « Je suis désolé, monsieur François, elle ne voulait pas. » Mais François ne pouvait pas bouger. Les yeux verts de la petite l'étudiaient avec une curiosité pure, sans aucune trace de dégoût ou de pitié. Et alors, d'une voix douce comme du miel, elle murmura « Maman dit que les cicatrices sont les endroits où les anges nous embrassent pour nous rendre plus forts. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille était paralysée, attendant l'explosion de colère qui viendrait sûrement. François, pour sa part, il se sentait comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un avait touché sa cicatrice sans dégoût, sans pitié, sans embarras. Et plus que cela, la petite fille en avait parlé comme si c'était quelque chose de beau. « Chloé, viens ici tout de suite », murmura Camille, tendant la main avec urgence. « Monsieur François, je vous prie de m'excuser 1000 fois. Cela ne se reproduira pas, je le promets. » François cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il se réveillait d'un profond sommeil. Il regarda Camille, puis Chloé, qui continuait à lui sourire comme si elle venait de se faire un nouvel ami. « Non, il n'y a pas de problème, » réussit-il à dire, la voix plus rauque que d'habitude. « Je vais travailler. J'ai des appels importants à passer. » Il se retourna brusquement et marcha vers le bureau, fermant la porte avec plus de force que nécessaire. De l'autre côté, il s'appuya contre le bois et porta la main à sa cicatrice, exactement à l'endroit où les petits doigts de Chloé avaient touché. Pour la première fois en 27 ans, François Dupont pleura. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'épisode à la porte, et François découvrit que sa routine matinale avait été complètement bouleversée par quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé possible, une curiosité sincère pour une autre personne. Chaque matin, lorsqu'il entendait l'ascenseur arriver au 32e étage, il se plaçait stratégiquement dans la salle à manger, d'où il pouvait observer l'entrée sans être remarqué. Le penthouse de François occupait tout l'étage supérieur de l'immeuble, avec une vue panoramique sur Paris qui s'étendait jusqu'à la forêt de Fontainebleau. L'environnement était décoré avec des meubles de design italien, des œuvres d'art contemporain et une bibliothèque occupant tout un mur du salon principal. Chaque objet avait été soigneusement choisi par des décorateurs renommés, créant un espace impeccable, mais froid comme un musée. Camille maintenait sa posture professionnelle impeccable, le saluant poliment chaque matin et se dirigeant directement vers la cuisine gourmet, où elle préparait ses repas avec la précision d'un chef expérimenté. Chloé, quant à elle, s'asseyait à la petite table de la salle à manger, près de la cuisine, où elle faisait ses devoirs ou dessinait en silence.
Ce jeudi de juillet, François fit semblant de lire Le Monde tout en observant la petite fille. Elle avait étalé des crayons de couleur sur la table et travaillait concentrée sur un dessin qui semblait très élaboré pour une enfant de 6 ans. Ses cheveux blonds tombaient sur le papier comme un rideau doré, et elle mordillait légèrement sa langue en se concentrant sur les détails. « Mon amour, n'oublie pas de ranger les crayons après », dit Camille depuis la cuisine, sans cesser de hacher des oignons pour le risotto que François avait demandé pour le déjeuner. « D'accord, maman », répondit Chloé, levant la tête. C'est alors que ses yeux rencontrèrent ceux de François à travers le miroir vénitien placé sur le mur latéral. Au lieu de détourner le regard, elle sourit et fit un signe discret de la main. François sentit son cœur s'accélérer. Il rendit le signe presque imperceptiblement et retourna à faire semblant de lire le journal. Mais son attention était complètement capturée par la petite fille qui avait repris le dessin avec encore plus de dévouement. « Camille », appela-t-il, pliant le journal avec une précision militaire. « Je dois partir plus tôt aujourd'hui. Réunion avec des investisseurs japonais à 2 heures de l'après-midi. »« Bien sûr, monsieur François. Le déjeuner sera prêt à 11h30, répondit-elle, assaisonnant le risotto avec du basilic frais. « Chloé et moi partirons après votre départ. » François se leva et marcha vers le bureau, mais s'arrêta en passant devant la table où Chloé dessinait. Ne voulant pas sembler trop intéressé, il jeta un coup d'œil discret au papier et fut choqué par ce qu'il vit. Le dessin montrait le salon du penthouse, avec un niveau de détail impressionnant. Elle avait reproduit le canapé Roche-Beaubois, la table basse en verre, même les plantes ornementales dans les pots en céramique italienne. Mais ce qui le surprit le plus, c'était de voir qu'elle avait dessiné 3 figures dans la pièce. Une femme aux cheveux bruns travaillant dans la cuisine, un homme en costume lisant le journal et une petite fille dessinant à la table. La famille parfaite qu'il n'avait jamais eue. « Tu dessines très bien, » dit-il, ne pouvant dissimuler l'admiration dans sa voix. Chloé cessa de colorier et le regarda avec ses yeux verts, brillants. « Merci. Maman dit que j'ai l'œil d'une artiste. Tu veux voir mes autres dessins ?» Avant que François puisse répondre, elle feuilletait déjà un carnet rempli d'illustrations. Il y avait des dessins de l'école, de la maison où il vivait, de Madame Olga tricotant dans le fauteuil, et à sa grande surprise, plusieurs portraits de lui. Dans tous, elle l'avait dessiné en souriant, sans mettre en avant la cicatrice. « Celui-ci, c'est toi en train de lire, » dit-elle, en montrant un dessin où il apparaissait assis dans le fauteuil en cuir, un livre à la main. « Et celui-ci, c'est toi en train de prendre un café. Tu prends toujours ton café sans sucre, n'est-ce pas, comme ma grand-mère ?» François était stupéfait. La petite fille avait observé et mémorisé des détails sur lui qu'il ne remarquait même pas. « Tu m'observes beaucoup ?»« Un petit peu. » Chloé haussait les épaules comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Maman a dit que tu aimes rester seule, alors je ne dérange pas. Mais je pense que tu es triste quand tu es seule. C'est pourquoi je te dessine en train de sourire. » La sincérité dans la voix de la petite fille fut comme un coup de poing dans le ventre de François. Il regarda Camille, qui avait cessé de cuisiner, et les observait avec une expression indéchiffrable sur le visage. « Chloé, ne dérange pas, monsieur François, » dit Camille doucement, s'approchant de la table. « Il a des travaux importants à faire. »« Elle ne dérange pas, » répondit François rapidement, surpris par ses propres mots. « C'est juste que je n'ai jamais vu une enfant dessiner avec autant de précision. » Camille s'approcha et regarda les dessins, un sourire fier se formant sur ses lèvres. « Elle a toujours été comme ça, depuis qu'elle est petite. Elle arrive à se souvenir de détails que nous ne remarquons même pas. La maîtresse de l'école a dit qu'elle a une mémoire très... mémorie photographique ?» François demanda, son esprit analytique traitant déjà les implications. « Quelque chose comme ça. Elle a quelques difficultés avec les lettres, mais avec les chiffres et les images ?» Camille caressa les cheveux de sa fille avec tendresse. C'est comme si elle photographiait tout dans son esprit.
François regarda à nouveau les dessins, maintenant avec un regard différent. La précision n'était pas seulement un talent artistique, c'était une capacité cognitive rare. Et à l'école, comment s'adapte-t-elle? Camille hésita un moment, échangeant un regard rapide avec sa fille. Eh bien, parfois c'est difficile. Chloé est très intelligente, mais elle apprend différemment des autres enfants. Comment ça, différemment? François insista, sincèrement intéressé. Les lettres sont un peu mélangées dans ma tête, Chloé expliqua naturellement. Mais je peux me souvenir de tout ce que je vois, comme un appareil photo. Maman dit que mon cerveau fonctionne d'une manière spéciale. François ressentit une pression dans sa poitrine. Il connaissait bien la sensation d'être différent, de ne pas correspondre aux normes attendues. Et cela te dérange? Parfois, admit Chloé, retournant à colorier son dessin. Mais maman dit que être différent peut être un super pouvoir, si on sait bien l'utiliser. François regarda Camille avec un nouveau respect. Elle élevait cette fille spéciale avec une sagesse et une sensibilité qu'il voyait rarement, même chez des personnes avec beaucoup plus de ressources. « Monsieur François, Camille dit, retournant à la cuisine, concernant demain, l'école de Chloé aura une réunion de parents dans l'après-midi. Pourrais-je partir un peu plus tôt ?»« Bien sûr, répondit-il immédiatement. D'ailleurs, prends le temps qu'il te faut. Les questions familiales sont importantes. » Camille le regarda, surprise. En 3 ans de travail, elle ne l'avait jamais vu montrer d'intérêt pour les questions personnelles de ses employés. « Merci, monsieur François. Merci beaucoup. » François fit un signe de la main et se dirigea vers le bureau, mais avant de fermer la porte, il s'arrêta à nouveau. « Chloé? Oui? Tu peux dessiner ici dans le salon si tu veux. La table à manger a plus de place et la lumière est meilleure. » Le sourire qu'elle lui donna en réponse valait plus que n'importe quel contrat millionnaire qu'il avait déjà signé. Le mois d'août apporta un changement subtil, mais significatif, dans la dynamique de l'appartement. François commença à laisser des livres oubliés sur la grande table à manger, des volumes d'art, de géographie et d'histoire illustrée qui semblaient avoir été abandonnés par accident, mais qui en réalité étaient soigneusement sélectionnés pour éveiller la curiosité de Chloé. Ce mardi matin, il observait discrètement alors que la petite feuilletait un livre sur l'impressionnisme français. Ses petits doigts parcouraient les pages avec révérence, s'arrêtant sur chaque image comme si c'était un trésor découvert. « Maman, viens voir !» Chloé appela, pointant vers une reproduction de Nymphéas de Monet. « Ce tableau ressemble à l'étang du parc, où nous allons. » Camille s'approcha, s'essuyant les mains sur son tablier. En voyant l'œuvre, ses yeux s'illuminèrent d'une manière que François n'avait jamais vue. « C'est Claude Monet, mon amour. Il peignait la lumière se reflétant sur l'eau. Tu vois comment chaque coup de pinceau semble capturer un moment différent ?» François cessa de faire semblant de lire ses emails et prêta une attention totale à la conversation. Il y avait quelque chose dans la voix de Camille, une passion contenue, une connaissance qui allait bien au-delà de ce qu'il attendrait d'un chef personnel. « Il a peint le même étang plusieurs fois ?» demanda Chloé, feuilletant les pages pour comparer différentes versions des nymphéas. « Oui, parce qu'il voulait montrer comment la lumière change au cours de la journée, » expliqua Camille, s'asseyant à côté de sa fille. « Le matin, la lumière est dorée. L'après-midi plus bleutée, et à la fin de la journée un peu rougeâtre. Chaque heure, le même endroit devient un endroit complètement nouveau. » François était fasciné non seulement par les connaissances de Camille, mais par la manière dont elle parvenait à expliquer des concepts complexes d'une manière qu'une enfant de 6 ans pouvait comprendre. Il se leva discrètement et s'approcha de la table. « Excusez-moi de m'immiscer, » dit-il, essayant de sembler décontracté, « mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre l'explication sur Monet, très précise. » Camille rougit légèrement. « Ah, j'ai toujours aimé l'art. C'est juste un hobby. » « Quel genre de hobby ?» François insista, sincèrement curieux. « Avant d'avoir Chloé, j'étudiais l'histoire de l'art à l'université de Paris.
répondit Camille, baissant les yeux. Je comptais me spécialiser en art contemporain français. François eut l'impression d'avoir découvert un diamant caché dans sa propre maison. Et pourquoi as-tu arrêté? Camille échangea un regard rapide avec Chloé, qui était revenue à son livre. La vie a changé. Les plans, parfois les priorités changent, n'est-ce pas? Il y avait une histoire là, François le savait. Une histoire de rêve interrompue qu'il reconnaissait dans son propre parcours. Il regarda Chloé, puis Camille, et une idée commença à se former dans son esprit. « Camille, as-tu déjà vu ma collection personnelle ?» Elle le regarda, confuse. « Collection, monsieur ?»« Dans le bureau, j'ai quelques pièces intéressantes. Peut-être que tu aimerais y jeter un œil, puisque tu comprends le sujet. » Camille hésita. En 3 ans de travail, elle n'était jamais entrée dans le bureau privé de François. C'était un territoire sacré, où il recevait uniquement des clients importants et menait les affaires les plus confidentielles. « Je ne veux pas déranger. »« Ce n'est pas un dérangement, » interrompit François. « En fait, j'aimerais avoir un second avis sur certaines pièces. » Ils marchèrent jusqu'au bureau, Chloé les suivant curieusement. L'environnement était imposant. Des étagères en bois précieux remplies de livres sur l'économie et la philosophie. Une table en acajou qui semblait avoir été sculptée par des maîtres artisans. Et sur les murs, Camille retint son souffle. Il y avait 3 toiles qu'elle reconnut immédiatement. Un Portinari de la phase sociale, un Di Cavalcanti représentant une femme lors d'une fête et ce qui semblait être un Volpi original avec ses drapeaux caractéristiques. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, s'approchant de la toile de Portinari. « Celle-ci est de la série Retirée, n'est-ce pas? De 1944 ?» François fut impressionné. « Exact. La plupart des experts que je reçois ici mettent au moins 5 minutes à identifier l'œuvre et la période. » Camille étudia. La peinture avec des yeux de connaisseuse, analysant la technique, les couleurs, la composition. L'expression de douleur et d'espoir en même temps, Monet réussissait à capturer l'âme du peuple français d'une manière unique. Et ce Rodin, elle se déplaça vers la toile suivante, l'utilisation du jaune et du rouge pour représenter la joie au milieu de la simplicité, c'est magistral. François observait Camille avec un intérêt croissant. Elle n'était pas seulement impressionnée par la valeur des œuvres. Elle était véritablement émue par l'art en lui-même. Ses yeux brillaient de la même manière que ceux de Chloé lorsqu'elle découvrait quelque chose de nouveau. « Et toi, comment as-tu obtenu ces pièces ?» Camille demanda, puis se corrigea rapidement. « Désolé, ce n'est pas mon affaire. »« Héritage familial, » répondit François. « Mon grand-père était collectionneur. J'ai toujours trouvé cela beau. Mais je dois avouer que je ne comprenais pas vraiment la signification historique jusqu'à présent. Chloé, pendant ce temps, avait découvert une petite sculpture en bronze sur une table d'appoint et l'observait avec une intensité totale. « Cet homme a l'air triste, » commenta-t-elle. Camille s'approcha de sa fille et sourit. « C'est une œuvre de Rodin, mon amour, un artiste très célèbre de Normandie, il y a de nombreuses années. » François fut choqué. « Comment sais-tu cela? La plupart des gens ne reconnaissent pas les pièces moins connues de Rodin. »« Les mains, » expliqua Camille, en pointant les détails de la sculpture. La façon dont il sculptait, les mains étaient uniques. Et regarde l'expression faciale, mélancolie mêlée à la foi. C'est très caractéristique de sa phase finale. François s'assit dans le fauteuil en cuir derrière la table, traitant ce qu'il venait de découvrir. Pendant 3 ans, il avait traité Camille comme une employée ordinaire, alors qu'en réalité, il avait une spécialiste de l'art travaillant dans sa cuisine. « Camille, dit-il lentement, pourquoi n'as-tu jamais mentionné ta connaissance de l'art ? » Elle haussait les épaules, admirant toujours la sculpture. « Tu n'as jamais demandé. Et puis, je suis ta chef, pas ta conservatrice. »« Mais tu pourrais l'être, » dit François, impulsivement, puis s'arrêta surpris par ses propres mots. Camille le regarda intrigué. « Comment ça ?» François hésita, sentant qu'il marchait sur un terrain inconnu. « C'est que je reçois beaucoup de clients ici, investisseurs, partenaires d'affaires.
Beaucoup d'entre eux sont aussi collectionneurs, ou du moins aiment avoir l'air de s'y connaître. Parfois, je me sens perdu dans les conversations sur l'art. Monsieur propose. Rien de formel, se dépêcha de dire François. Je pensais juste que peut-être, si tu étais intéressé, tu pourrais me donner quelques conseils occasionnels. Bien sûr, cela serait rémunéré à part. Camille regarda Chloé, qui s'était assise, par terre, et avait commencé à dessiner la sculpture de Rodin avec une précision impressionnante. Je dois réfléchir. C'est une opportunité incroyable, mais... Maman, interrompit Chloé sans cesser de dessiner. Tu dis toujours que quand on reçoit un cadeau, on doit remercier et accepter avec le cœur. François sourit involontairement. La sagesse de cette petite fille était déconcertante. Elle a raison, admit Camille, un sourire timide se formant sur ses lèvres. Peut-être pourrions-nous discuter des détails plus tard. À ce moment-là, François réalisa que sa vie organisée et prévisible était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Et pour la première fois depuis des années, cela ne l'effrayait pas. Septembre arriva avec l'agitation caractéristique du printemps parisien, mais apporta également une pression que François connaissait bien, l'insistance familiale sur son avenir matrimonial. Ce jeudi-là, il était dans son bureau à réviser des contrats lorsque l'interphone sonna avec l'insistance irritante que seule sa mère savait imprimer à un simple appel. « François, mon chéri !» La voix d'Albertine Dupont résonna dans le système sonore avec toute son autorité aristocratique. « J'ai besoin de te parler d'urgence. Je monte. » François soupira lourdement, sachant exactement quel serait le sujet de la conversation. À 72 ans, Albertine dirigeait encore des événements sociaux de l'élite parisienne d'une main de fer et avait un agenda matrimonial pour son fils qui rivalisait avec les meilleurs sites de rencontres. Quelques minutes plus tard, elle entra dans l'appartement comme un ouragan élégant, toute vêtue de Chanel et émanant le parfum français qu'elle portait depuis des décennies. Ses cheveux gris étaient impeccablement coiffés et ses yeux bleus, identiques à ceux de François, portaient cette détermination qu'il connaissait depuis son enfance. « Bonjour, Madame Albertine », salua respectueusement Camille depuis la cuisine, où elle préparait un soufflé au fromage. « Ah, Camille, ma chérie, comme toujours impeccable », répondit Albertine avec le sourire politiquement correct qu'elle réservait aux employés. Puis, baissant la voix comme si elle partageait un secret d'État, « Où est cette petite que tu as amenée quelquefois ? Adorable !» « Chloé est à l'école, madame. Elle vient seulement le matin quand il y a des problèmes d'horaire. » François observa l'interaction avec un certain malaise. Il y avait quelque chose de condescendant dans la façon dont sa mère parlait de Chloé, comme si la petite fille était un animal de compagnie mignon, mais temporaire. « Mère, » il interrompit. « Allons, au bureau. J'ai une réunion dans 1 heure. » « Parfait, c'est exactement de réunion dont j'ai besoin de te parler, » dit Albertine en suivant son fils. Dès que la porte se ferma, elle alla droit au but. « Clémentine Lefebvre est arrivée de Paris hier. Son père est impatient de finaliser notre partenariat commercial, et tu sais que cela dépend de votre mariage. » François se servit un whisky à 10 heures du matin et s'appuya sur la table. « Mère, nous en avons déjà parlé. Je ne vais pas me marier par convenance. » « Convenance ?» Albertine ria avec mépris. « François, tu... À 45 ans, Clémentine est belle, bien éduquée, de la meilleure famille. Que veux-tu de plus? De l'amour peut-être, de la compatibilité, la sensation de ne pas acheter une épouse. » Albertine étudia son fils avec un regard analytique. « Tu as changé, François. Il y a quelque chose de différent en toi ces dernières semaines. Tu es plus, je ne sais pas, plus humain. » François faillit s'étouffer avec son whisky. « Merci pour le vote de confiance maternelle. » Ce n'était pas une critique, c'était une observation. Et je suis inquiète. J'espère que tu ne développes pas une fantaisie inappropriée sur les personnes qui travaillent ici. Le sang de François se glaça. « De quoi parles-tu ? » « Oh, s'il te plaît, François, je suis ta mère. Je connais tes schémas comportementaux mieux que quiconque. Tu es différent depuis que cette
La chef personnelle a commencé à amener sa fille, plus observateur, plus présent. François se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la ville. Camille est une employée exemplaire, et Chloé n'est qu'une enfant qui t'a touché d'une certaine manière, Albertine compléta, s'approchant de son fils. François, je comprends. Tu as toujours eu un cœur tendre pour les enfants. Tu te souviens quand tu as adopté ce chien errant, ou quand tu as voulu ramener à la maison le petit garçon qui vendait des bonbons au feu rouge. François s'en souvenait. Il se rappelait aussi comment ses élans de compassion étaient toujours rapidement étouffés par la réalité que sa famille imposait. Mais tu dois être pratique, Albertine continua. Clémentine peut te donner des enfants légitimes, une vraie famille, pas ces arrangements temporaires avec des employés. Mère, François commença, mais fut interrompu par un léger coup à la porte. Monsieur François, c'était la voix de Camille. Désolé de déranger, mais je viens de recevoir un appel de l'école. Chloé est tombée mal et je dois aller la chercher. François ouvrit immédiatement la porte. Camille était pâle, les mains tremblantes légèrement. Elle est tombée mal comment? Quelque chose s'est passé? Ils ont dit qu'elle a eu une crise d'anxiété pendant l'éducation physique. Elle a commencé à pleurer et a dit qu'elle ne pouvait pas respirer. La voix de Camille était chargée d'inquiétude. Cela ne lui est jamais arrivé auparavant, je ne comprends pas. Va la chercher. François dit sans hésiter. Prends ma voiture, Angelo, est dans le garage. Il peut vous emmener chez le médecin si nécessaire. Camille le regarda surprise. Monsieur François, je ne peux pas. Si, tu peux. C'est une urgence. Il prit les clés de la BMW sur le porte-clés. Et Camille, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Vraiment n'importe quoi. Après le départ de Camille, Albertine observa son fils avec une expression mêlant compréhension et inquiétude. « Tu es amoureux d'elle », dit-elle simplement. François ne répondit pas, mais son silence était une réponse suffisante. « François, mon fils !» Albertine soupira profondément. « Je comprends l'attraction. Elle est belle, elle a une classe naturelle. Mais pense aux complications, la différence sociale, les commérages, l'impact sur les affaires. Et si je ne me souciais de rien de tout cela ?» demanda François, regardant toujours par la fenêtre. « Alors tu vas détruire tout ce que nous avons construit, l'entreprise, notre position sociale, ton avenir. » Albertine marqua une pause. « Et tu vas détruire leur vie aussi. Tu crois vraiment qu'une femme comme Camille serait heureuse d'être jugée comme la chef qui a séduit le patron millionnaire ?» François ferma les yeux, ressentant le poids des mots de sa mère. Albertine savait toujours exactement où viser pour causer le plus de dommages. « Clémentine t'attend pour dîner ce soir au Le Meurice, 8 heures, dit-elle en se dirigeant vers la porte. « François, tu as toujours été trop intelligent pour laisser le cœur prendre des décisions importantes. » Après son départ, François resta seul avec ses pensées et un verre de whisky qui n'avait plus de goût. Il prit son téléphone plusieurs fois pour appeler Camille, mais abandonnait toujours à la dernière minute. Vers 3 heures de l'après-midi, elle revint avec Chloé. La petite fille était plus pâle que d'habitude, agrippée à la main de sa mère, comme si elle craignait d'en être séparée. « Comment va-t-elle » demanda François immédiatement. « Le médecin a dit que c'était de l'anxiété » répondit Camille, passant la main dans les cheveux de sa fille. Apparemment, elle s'est inquiétée parce qu'une camarade a commenté que parfois les mères qui travaillent beaucoup tombent malades et doivent aller à l'hôpital. François regarda Chloé, qui évitait son regard. « Et tu avais peur que quelque chose arrive à ta mère ?» La petite acquiesça timidement. « Madame Olga a dû aller à l'hôpital le mois dernier, et Julia de ma classe a dit que quand la mère travaille, très loin de la maison, parfois elle disparaît. » Le cœur de François se brisa un peu. Cet enfant extraordinaire portait des peurs qu'aucun enfant ne devrait avoir. « Chloé, » dit-il, s'agenouillant à sa hauteur, « ta mère est la personne la plus forte et la plus courageuse que je connaisse, et elle ne disparaîtra jamais, jamais, compris ? Comment peux-tu en être sûr ?
demanda Chloé avec cette brutalité honnête que seuls les enfants possèdent. François hésita, puis regarda Camille. « Parce que je vais veiller à ce que cela n'arrive jamais, je te le promets. » C'était la première promesse que François Dupont faisait à un enfant de toute sa vie. Et alors qu'il voyait le sourire timide revenir sur le visage de Chloé, il sut qu'il venait de changer le cours de tout. Le dîner au Le Meurice fut un désastre calculé. François arriva ponctuellement à 8 heures, trouva Clémentine Lefebvre resplendissante dans une robe Valentino rouge, et passa 2 heures à feindre de l'intérêt pour une conversation qui variait entre les commérages de la haute société parisienne et des plans pour une lune de miel aux Maldives qu'il n'avait jamais accepté de faire. Clémentine était objectivement parfaite. À 32 ans, elle avait la beauté polie de quelqu'un qui fréquentait les meilleurs salons de Paris, parlait 4 langues couramment et possédait un MBA de la Sorbonne. Exactement le type de femme que sa mère approuverait et que les affaires de la famille exigeaient. « François, mon cher, tu sembles distant, » dit Clémentine, touchant délicatement sa main sur la table. Ses ongles étaient parfaitement manucurés dans une teinte nude, et la bague de diamant qu'elle portait coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagneraient en une vie. « Tu penses toujours à cette fusion avec les Japonais ? » « Un peu, » répondit François, observant comment elle coupait le saumon en morceaux géométriquement parfaits. Tout chez Clémentine était parfait, prévisible, sûr. Alors pourquoi ne pouvait-il penser qu'à une petite fille de 6 ans, avec des cheveux en désordre, dessinant des anges sur des serviettes ? « Papa est très impatient de finaliser notre partenariat, » continua Clémentine, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il a dit que dès que nous annoncerons nos fiançailles, il pourra libérer les investissements pour le projet de Saint-Germain-des-Prés. François arrêta de mâcher. « Clémentine, nous n'avons jamais parlé de fiançailles. »« Oh, mais bien sûr que si !» Elle rit, un son cristallin qui résonna dans le restaurant élégant. « Nos parents en parlent depuis des années. C'est juste une question de formaliser, n'est-ce pas ?» François observa Clémentine plus attentivement. Il y avait quelque chose de calculateur. Dans ses yeux, une froideur qu'il reconnaissait car elle était identique à la sienne. Pendant un moment terrible, il se vit réfléchi en elle. 2 personnes belles, riches et complètement vides, planifiant une vie ensemble sans un brin d'amour véritable. « Je dois y aller, » dit-il abruptement, faisant signe au serveur. « François, le dessert n'est même pas encore arrivé. » protesta Clémentine, mais il se levait déjà. Urgence au travail. Tu comprends ? Sur le chemin du retour, François conduisit dans les rues de Paris, essayant de traiter ce qu'il avait ressenti pendant le dîner. Ce n'était pas de la colère exactement, c'était plus comme du dégoût de soi. Du dégoût d'envisager de se marier avec quelqu'un qu'il voyait comme une transaction commerciale, du dégoût d'accepter presque une vie sans affection véritable. Lorsqu'il arriva à l'appartement, il était presque minuit. Il s'attendait à trouver tout sombre et silencieux, mais il y avait une lumière allumée dans la cuisine. Sa première réaction fut l'irritation. Camille aurait dû partir depuis des heures. Mais en s'approchant, il découvrit une scène qui le fit s'arrêter en plein chemin. Camille était assise sur le comptoir de la cuisine, toujours vêtue de son uniforme bleu marine, mais les cheveux lâchés encadrant son visage. Elle tenait une tasse de thé et regardait par la fenêtre avec une expression mélancolique qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il n'y avait pas de maquillage cachant les petites cernes, pas le sourire professionnel habituel. C'était juste Camille, brute et réelle, et elle était la chose la plus belle qu'il ait jamais vue. « Camille » appela-t-il doucement. Elle sursauta, faillit renverser sa tasse. « Monsieur François, je ne savais pas que vous étiez de retour. Désolé, je m'apprêtais à partir. »« Tu n'as pas besoin de partir, » dit-il en s'approchant. « Il s'est passé quelque chose ? Pourquoi es-tu encore ici ?» Camille hésita, puis soupira. Chloé a eu un autre épisode d'anxiété au moment de dormir. Madame Olga ne se sentait pas bien pour s'occuper d'elle, alors je l'ai amenée avec moi. Elle dort dans la chambre d'amis. J'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr que ça ne me dérange pas. François se servit un verre d'eau et s'appuya sur le comptoir à côté d'elle.
Et toi, ça va? Camille fit un triste sourire. Juste fatigué. Parfois, j'ai l'impression de naviguer dans une tempête sans boussole, tu sais? Essayer de faire de mon mieux pour Chloé, m'occuper de Madame Olga, garder le travail, et pourtant, j'ai l'impression d'échouer dans tout. François la regarda avec surprise. C'était la première fois que Camille s'ouvrait vraiment à lui, montrant sa vulnérabilité sans les filtres professionnels. « Tu n'échoues pas », dit-il avec conviction. « Chloé est une enfant extraordinaire, et cela n'est pas arrivé par hasard. »« Tu penses ?» Camille le regarda avec un besoin qui fit battre son cœur plus vite. « Parfois, je me demande si je ne suis pas égoïste, si je n'aurais pas dû essayer de lui donner un père, une famille complète. » Une famille complète ne signifie pas nécessairement père et mère, dit François, surpris par ses propres mots. Cela signifie amour, sécurité, des gens qui se soucient vraiment les uns des autres. Camille l'étudia pendant un long moment. « Comment s'est passé ton dîner avec la Clémentine, n'est-ce pas ?» François fut choqué qu'elle le sache. « Comment tu... Ta mère a commenté quand elle était ici. Elle a dit que c'était une bonne fille d'une famille traditionnelle. » Camille baissa les yeux sur sa tasse. « Elle doit être belle. »« Oui, » admit François, mais sa voix était étrangement vide. « Très belle, très polie, très parfaite. » Mais François hésita, sachant qu'il marchait sur un terrain dangereux. « Mais quand je parle avec elle, j'ai l'impression de parler à un miroir. Elle me renvoie exactement ce que je dis, sans rien ajouter de nouveau, sans me défier, sans me surprendre. » Camille sourit légèrement. « Parfois, les gens font cela quand ils sont nerveux. Ils essaient d'être ce qu'ils et pensent que l'autre veut. »« Et toi ?» demanda François impulsivement. « Tu fais ça avec moi ?» Camille le regarda droit dans les yeux. « Non. Avec toi, je suis exactement qui je suis, pour le meilleur ou pour le pire. » Le silence qui suivit était chargé d'une tension que tous deux reconnurent, mais aucun n'osa nommer. François s'approcha un peu plus, et pendant un moment terrible et merveilleux, il pensa à l'embrasser. C'est alors que Chloé apparut à l'entrée de la cuisine, les cheveux en désordre et tenant un ours en peluche. « Maman, j'ai fait un mauvais rêve !» Le sort se brisa instantanément. Camille sauta du comptoir et courut vers sa fille, l'enveloppant dans une étreinte protectrice. « Quel rêve, mon amour !»« J'ai rêvé que tu partais et que tu m'oubliais !» sanglota Chloé contre l'épaule de sa mère. François observa mère et fille se réconforter mutuellement, et une vague de tendresse mêlée de désespoir l'envahit. Il voulait faire partie de cette scène, il voulait avoir le droit de les consoler, de les protéger. « Chloé, » dit-il doucement, s'approchant, « puis-je te confier un secret ?» La petite le regarda avec les yeux rouges de larmes. « Quel secret ?»« Ta mère a une mémoire spéciale. Elle ne pourrait jamais t'oublier parce que tu es gardé ici, » il toucha sa poitrine sur le cœur, « à l'endroit le plus sûr qui existe. »« Comment sais-tu ça ?» demanda Chloé. François regarda Camille, puis revint à la petite. « Parce que c'est ainsi que je me sens par rapport à vous deux. » Les mots sortirent avant qu'il puisse les censurer, bruts et trop honnêtes. Camille le regarda avec une expression mêlant choc et quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. « Je vais ramener Chloé au lit, » dit enfin Camille, sa voix un peu tremblante. Après leur départ, François resta seul dans la cuisine, sachant qu'il venait de franchir une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Le lundi arriva chargé d'une atmosphère tendue qui semblait retenir son souffle dans l'appartement. Camille arriva au travail avec 15 minutes de retard, quelque chose d'inédit en 3 ans d'emploi, et évita le regard de François pendant toute la salutation matinale. Chloé, quant à elle, était trop silencieuse, dessinant en silence à la table à manger sans poser ses questions. François tenta maintenir sa routine normale, mais il découvre qu'il est impossible de se concentrer sur des rapports financiers lorsque chaque fibre de son être est synchronisée avec les moindres mouvements de Camille dans la maison. Le parfum doux de lavande qu'elle portait semblait plus intense.
le son de ses pas dans la cuisine plus mélodieux, sa présence plus nécessaire. Vers 10 heures, son téléphone sonne. C'est le docteur Henri Dupont, avocat de la famille, et l'un des rares hommes en qui François avait une confiance totale. « François, j'ai besoin de te parler d'urgence. » La voix d'Henri était tendue. « C'est à propos de l'enquête que tu m'as demandé il y a quelques mois. » François est confus. « Quelle enquête ? Sur les employés. Tu as dit que tu voulais vérifier les antécédents de tous ceux qui travaillent dans ta maison. » François se souvient vaguement de la demande, faite dans un moment de paranoïa après avoir découvert qu'un ancien employé avait tenté de vendre des informations sur sa routine à des tabloïds. Et alors, j'ai trouvé quelque chose sur Camille Martin. François, tu dois t'asseoir. Le sang de François se fige. Qu'est-ce que tu as découvert? Son nom complet est Camille Dupont-Martin. Dupont François, elle porte le nom de ta famille. François se sent comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Que veux-tu dire? Elle est la fille biologique d'Hélène Dupont, qui a travaillé comme secrétaire particulière de ton grand-père entre 1993 et 1996. Hélène est tombée enceinte et a été discrètement licenciée. Camille a été confiée à l'adoption alors qu'elle était encore bébé. François s'appuie sur la table, essayant de traiter l'information. Hélène Dupont. Je me souviens vaguement d'une secrétaire avec ce nom. Mais si Camille est adoptée, elle ne le sait pas, François. D'après les dossiers auxquels j'ai pu accéder, Olga Martin a adopté Camille lorsqu'elle n'avait que 3 mois et n'a jamais révélé la vérité sur ses origines. Et le père biologique? Henri fait une pause trop longue. François, il y a une lettre dans les archives de l'entreprise. Hélène a laissé une lettre avant de partir, révélant qui était le père. Qui? Ton grand-père, Antoine Dupont. Le monde de François s'effondre. Camille est sa tante, demi-sœur de son père, et il était, Dieu du ciel, il était amoureux de sa propre tante. François, tu es là? Je dois raccrocher. François réussit à dire avant de laisser tomber le téléphone. Il reste immobile dans le bureau pendant plusieurs minutes, essayant de réorganiser toute sa perception de la réalité. Camille n'était pas seulement une employée dont il était tombé amoureux, c'était de la famille. C'était le sang de son sang, travaillant comme femme de ménage dans la maison qui devrait aussi être la sienne par droit. Un léger coup à la porte le ramène à la réalité. « Monsieur François ?» C'était la voix de Camille. « Tout va bien? J'ai entendu un bruit. » François ouvre la porte avec des mains tremblantes. Camille est là, avec ses yeux verts inquiets, sans se douter que toute sa vie avait été construite sur un mensonge. « Camille !» il commence, puis s'arrête. Comment expliquer quelque chose comme ça? Comment dire à une femme de 28 ans qu'elle n'était pas qui elle pensait être? Tu es pâle. Quelque chose de grave est arrivé. Camille s'approche. Et pendant un moment terrible, François veut l'embrasser, non pas comme un homme amoureux, mais comme un neveu qui vient de retrouver une tante perdue. « Camille, je dois te dire quelque chose. Peux-tu t'asseoir ?» Elle le regarde avec une inquiétude croissante, mais s'assoit sur le fauteuil en cuir devant le bureau. « Tu te souviens que tu m'as dit que tu étais adoptée ? » « Oui. Madame Olga a toujours été très ouverte à ce sujet. Pourquoi ?» François prend une profonde inspiration. « J'ai fait enquêter sur certains employés il y a quelques mois. Routine de sécurité. Et j'ai découvert qui sont tes parents biologiques. » Camille devient très pâle. Je ne sais pas si je veux savoir. Madame Olga a toujours dit que si je voulais chercher, elle m'aiderait. Mais je n'ai jamais voulu. Elle est ma vraie mère. Je comprends. Mais Camille, c'est important parce que cela affecte notre situation ici. Comment ça? François se lève et marche jusqu'à la fenêtre, incapable de la regarder en parlant. Ta mère biologique s'appelait Hélène Dupont. Elle a travaillé pour mon grand-père dans les années 90. Le silence derrière lui est assourdissant. Camille, tu es ma tante, demi-sœur de mon père. Quand il se retourne enfin, Camille est blanche comme un linge.
ses mains serrant les bras du fauteuil. « C'est impossible, murmure-t-elle. J'aimerais que ce soit le cas. Mais j'ai tous les documents, la lettre que ta mère a laissée avant de quitter l'entreprise, les dossiers d'adoption. » Camille se lève brusquement, vacillant, légèrement. J'ai besoin d'air. François s'approche pour la soutenir, mais elle recule instinctivement. Non, ne me touche pas. J'ai besoin... Dieu du ciel, François, nous avons presque... Je sais. Et Chloé, ma fille, notre fille. Camille couvre son visage de ses mains. Elle est ta cousine. Elle fait partie de la famille Dupont. Oui. Camille commence à faire les 100 pas dans le bureau, comme un animal en cage. 3 ans, François. 3 ans que j'ai travaillé comme femme de ménage dans la maison qui devrait aussi être la mienne. 3 ans que tu m'as traité comme une subordonnée alors que nous sommes de la même famille. Camille, je ne savais pas. Mais tu aurais dû chercher à le savoir. Elle explose, se retournant vers lui avec les yeux pleins de larmes. Quand tu as commencé à développer des sentiments, tu aurais dû enquêter avant de me mettre dans cette situation. François se sent comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Elle avait raison, absolument raison. Tu as raison, admet-il. J'ai été irresponsable. Je suis désolé. Camille essuie ses larmes avec le dos de sa main. Je dois aller chercher Chloé. Et partir? Non, dit François rapidement. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Comment puis-je continuer ici en sachant tout cela? François hésite, puis décide d'être totalement honnête. Parce que toi et Chloé êtes la seule vraie famille que j'ai. Parce que pendant 3 ans, vous avez fait de cette maison un foyer d'une manière que personne d'autre n'a pu. Et parce que... Il déglutit. Parce que même en connaissant la vérité, je vous aime toutes les deux. Pas de la mauvaise façon que je pensais avant, mais de la bonne manière. Comme un... oncle. Camille le regarda pendant un long moment, des larmes roulant silencieusement sur ses joues. J'ai besoin de temps pour tout digérer. Le temps qu'il te faudra. Et je dois en parler à Chloé. Elle mérite de savoir qu'elle a une plus grande famille. Bien sûr. Camille se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. François, la lettre que ma mère a laissée. Puis-je la lire? Bien sûr. Henri apporte tous les documents cet après-midi. Après qu'elle soit sortie, François s'affaissa dans le fauteuil, sachant que sa vie avait complètement changé en quelques minutes. Il avait perdu l'amour de sa vie, mais peut-être avait-il gagné quelque chose d'encore plus rare, une vraie famille. L'après-midi d'octobre apporta une tension presque palpable à l'appartement. Docteur Henri arriva ponctuellement à 3 heures, portant un porte-documents en cuir, rempli de documents qui allaient réécrire l'histoire de 2 familles. François l'accueillit dans le bureau, où Camille attendait déjà, assise rigidement dans le fauteuil, avec Chloé à ses côtés, dessinant en silence. La petite fille ressentait la gravité du moment, même sans comprendre complètement. « Camille, » dit Henri avec gentillesse, « je sais que cela doit être très difficile pour toi. Si tu veux, je peux expliquer tout ce que nous avons découvert. » Camille hocha la tête, les mains entrelacées sur ses genoux. « Je dois savoir toute la vérité. » Henri ouvrit le porte-documents et sortit une lettre jaunie par le temps. Cette lettre a été écrite par Hélène Dupont en mars 1996, 2 jours avant de quitter l'entreprise familiale. François observa Camille pendant qu'elle prenait la lettre avec des mains tremblantes. L'écriture cursive et délicate était fanée, mais encore lisible. « Veux-tu que je la lise à haute voix ou... »« Je peux le faire, » répondit Camille, prenant une profonde inspiration avant de commencer. « Monsieur Antoine, lorsque vous lirez cette lettre, je serai déjà parti. Je sais que vous avez essayé de faire ce que vous pensiez juste en m'offrant de l'argent pour résoudre la situation, mais je ne peux pas accepter que ma fille grandisse en pensant qu'elle était une erreur. Elle n'est pas une erreur, monsieur. Elle est le fruit de quelque chose qui, même bref, a été vrai pour moi.
Je sais que vous avez une famille, des responsabilités, une position à maintenir. C'est pourquoi je ne demande rien de plus que ce qui a déjà été offert, que vous aidiez à garantir qu'elle soit adoptée par une bonne famille. Olga Santos est une femme merveilleuse qui a toujours voulu une fille. Elle s'occupera de Camille comme si elle était de son sang. Je demande juste une chose. Si un jour Camille cherche ses origines, s'il vous plaît, dites-lui qu'elle a été désirée et aimée, même si ce n'était que pour peu de temps. Et dites-lui qu'elle porte en elle l'intelligence et la force des Dupont, mais j'espère qu'elle portera aussi la compassion que j'ai appris à valoriser loin des salons dorés. Hélène. Le silence qui suivit fut profond. Camille essuya les larmes qui coulaient silencieusement, tandis que Chloé la regardait avec inquiétude. « Maman, tu pleures parce que la lettre est triste ?» demanda Chloé, lâchant son crayon de couleur. François s'agenouilla à côté de la petite fille. « Parfois, nous pleurons quand nous découvrons des choses importantes sur notre famille, Chloé. Ce n'est pas une tristesse mauvaise, c'est comme quand tu es émue par un beau film. »« Ma fille, » dit Camille, attirant Chloé près d'elle, « tu te souviens que je t'ai dit que j'ai été adoptée par grand-mère Olga quand j'étais bébé ? Je me souviens. Tu as dit que grand-mère t'a choisi pour être sa fille. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous avons découvert qui étaient mes parents biologiques. Et tu sais quoi de merveilleux ? Tu as plus de famille que nous ne le pensions. » Chloé regarda de Camille à François, son esprit rapide connectant les points. « François fait partie de ma famille ?» Camille hésita, regardant François. Il hocha la tête d'encouragement. « Oui, mon amour, François est ton oncle, le frère de grand-mère que je n'ai jamais connu. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « Tu veux dire qu'il n'est plus mon patron? C'est vraiment mon oncle ?» François sentit son cœur se serrer. « Oui, Chloé, je suis ton oncle. Ça veut dire que tu vas me donner des cadeaux d'anniversaire et venir aux fêtes de l'école ?» demanda-t-elle avec la simplicité dévastatrice des enfants. « Si tu le souhaites, oui. » Chloé réfléchit un moment, puis se leva et marcha vers François. « Puis-je te faire un câlin d'oncle ?» François regarda Camille, qui hocha la tête avec un sourire triste. Quand Chloé l'enlaça, il sentit comme si une partie de lui qui avait été brisée pendant des décennies se mettait enfin à sa place. « Docteur Henry, » dit Camille, après quelques instants, « y a-t-il autre chose que je dois savoir ?» Eh bien, Henri ajusta ses lunettes. Il y a une question délicate concernant l'héritage. Techniquement, en tant que fille biologique d'Antoine Dupont, tu aurais droit à une part de l'héritage familial. François se redressa. C'est vrai, mon grand-père a laissé un testament qui prévoyait des dispositions pour les enfants non reconnus officiellement. Camille devint à nouveau pâle. Je ne veux rien. Je ne suis pas venu ici pour de l'argent. Nous le savons, dit François doucement. Mais c'est ton droit, c'est le droit de Chloé. Non, Camille secoua vigoureusement la tête. Je ne peux pas accepter. Ce serait comme si je profitais de la situation. Camille, intervint Henri, puis-je faire une suggestion? Que dirais-tu de créer un fonds éducatif pour Chloé? Quelque chose qui garantirait son avenir, mais qui ne changerait pas radicalement votre vie maintenant? François observa Camille lutter avec sa fierté et son pragmatisme. Il la connaissait assez bien pour savoir qu'elle détestait l'idée d'accepter ce qui pourrait sembler de la charité. « Et si, dit François lentement, au lieu d'héritage, nous considérions cela comme des salaires impayés. 3 années de travail pour un salaire qui était en dessous de ce que tu méritais? François, Camille, s'il te plaît, laisse-moi faire cela. Pas en tant que patron, pas en tant que faveur, en tant que famille, prenant soin de la famille. » Chloé, qui avait suivi la conversation avec attention, dit soudain « Maman, tu te souviens que tu dis toujours que quand quelqu'un t'offre de l'aide de tout cœur, c'est impoli de refuser ?» Camille regarda sa fille, puis François. « Es-tu sûr de ne pas le regretter? Cela ne va-t-il pas compliquer les choses avec ta famille, avec les affaires? La seule chose que je regretterais serait de vous laisser toutes les deux faire face à des difficultés alors que je peux aider. » Camille ferma les yeux un long moment, puis soupira. « D'accord, mais à certaines conditions.
Je veux un contrat formel. Je veux que tout soit transparent et légal. Et je continue à travailler. Camille, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin. Pas pour l'argent, mais parce que cette maison est devenue ma maison aussi, d'une manière étrange, et parce que quelqu'un doit s'occuper de toi. François sourit, le premier sourire, sincère depuis des jours. D'accord, mais en tant que membre de la famille, pas en tant qu'employé. En tant qu'administratrice de la maison, négocia Camille, et conservatrice de la collection d'art. Tu te souviens de notre conversation à ce sujet? Parfait. Docteur Henry ferma le dossier avec satisfaction. Eh bien, je pense que nous avons réussi à transformer une situation compliquée en quelque chose de constructif. Après son départ, les trois restèrent seuls pour la première fois depuis la révélation. Le silence n'était plus tendu, il était réflexif. « François, » dit Camille finalement, « je suis désolé d'avoir mal réagi. Ce matin, tu as réagi normalement. C'est moi qui aurais dû le découvrir plus tôt. Peut-être que les choses se sont produites au bon moment, dit-elle, observant Chloé organiser ses crayons de couleur avec une précision obsessive, un trait qu'elle avait clairement hérité des Dupont. Si nous avions su dès le début, peut-être que nous n'aurions pas développé cette proximité. François comprit ce qu'elle ne disait pas. S'ils avaient su qu'ils étaient de la famille, ils n'auraient peut-être jamais découvert qu'ils se souciaient vraiment l'un de l'autre. Camille? Oui? Merci de m'avoir donné une vraie famille. Elle sourit, et pour la première fois depuis des jours, le sourire atteignit ses yeux. Merci de nous accepter dans la tienne. Novembre apporta des changements subtils mais profonds dans la dynamique de l'appartement. Camille occupait désormais officiellement le poste d'administratrice de la maison et de conservatrice de la collection d'art, avec un salaire qui reflétait ses véritables responsabilités. Plus important encore, elle s'était installée avec Chloé et Madame Olga dans la deuxième chambre d'amis de l'appartement, transformant l'espace en un petit appartement familial au sein de la grande maison. François découvrit que d'avoir une vraie famille était complètement différent de ce qu'il avait imaginé. Il n'y avait plus de silence absolu pendant les repas. Chloé posait toujours des questions sur tout, des tableaux accrochés au mur aux nouvelles du journal. Camille ne se contentait pas de cuisiner, mais transformait les repas en moments de convivialité authentique. Ce jeudi matin, François se réveilla au son des rires venant de la cuisine. En s'approchant, il trouva Chloé assise sur le comptoir, aidant Camille à préparer du pain français fait maison, toutes deux couvertes de farine, de la tête aux pieds. « Tonton François !» s'écria Chloé en le voyant, sautant du comptoir pour l'embrasser. Un rituel devenu sacré ces dernières semaines. « Regarde, maman m'apprend à faire du pain comme le faisait arrière-grand-mère Hélène. » François regarda Camille d'un air interrogateur. « Arrière-grand-mère Hélène ? J'ai trouvé quelques recettes parmi les affaires qu'Hélène a laissées, expliqua Camille, un peu timide. Madame Olga a tout gardé pendant toutes ces années, attendant qu'un jour je veuille connaître. J'ai pensé qu'il serait bien d'apprendre à Chloé quelques traditions de la famille biologique. François ressentit une étrange émotion en imaginant sa grand-mère, qu'il avait à peine connue, transmettant des recettes à sa fille secrète, qui maintenant les enseignait à son arrière-petite-fille. C'était comme si le temps s'était replié sur lui-même, connectant des générations qui ne s'étaient jamais rencontrées. « Puis-je aider ?» demanda-t-il, surprenant les deux femmes. « Tu sais cuisiner ?» demanda Chloé incrédule. « Non, mais je peux apprendre. » Les 2 heures suivantes furent un délicieux chaos. François découvrit qu'il n'avait aucun talent pour la cuisine, que Chloé était une enseignante patiente mais stricte et que Camille avait un rire contagieux quand elle se détendait complètement. Quand ils réussirent enfin à sortir les pains du four, juste légèrement brûlés, les 3 étaient couverts de farine et souriaient comme des enfants. « Maintenant, on dirait que vous êtes vraiment une famille », commenta Madame Olga depuis le fauteuil du salon où elle tricotait en observant la scène. À 67 ans,
Elle s'était remarquablement bien adaptée au changement, traitant François non pas comme un patron, mais comme un petit-fils adoptif qui avait besoin d'apprendre à se détendre. « Madame Olga, dit François en s'approchant d'elle, puis-je te poser une question personnelle ? Bien sûr, mon fils. Vous avez toujours su que Camille était spéciale. Comment ? Madame Olga sourit, baissant ses aiguilles à tricoter. Une mère ressent ces choses, François. Camille a toujours eu une intelligence différente, une sensibilité pour l'art et la beauté qui ne venait ni de moi, ni du défunt Joachim. Et ses yeux verts, étaient identiques à ceux de la femme sur les vieilles photos qu'elle portait. Hélène a laissé des photos, quelques-unes, je te les montrerai plus tard si tu veux. Cet après-midi-là, François se retrouva assis par terre dans le salon, entouré d'albums photos qui racontaient l'histoire qu'il n'avait jamais connue. Hélène Dupont était vraiment belle, pas la beauté artificielle de Clémentine, mais une beauté naturelle qui irradiait intelligence et bonté. Sur les photos avec Antonio Dupont, il y avait une intimité authentique qui contrastait avec la formalité typique de la famille. « Elle aimait vraiment ton grand-père », dit Camille, assise à côté de lui. « D'après les lettres que j'ai trouvées, ce n'était pas juste une aventure, c'était de l'amour. »« Mon grand-père ne montrait jamais d'émotion », commenta François en étudiant une photo où Antonio souriait, quelque chose qu'il avait rarement vu de son vivant, mais avec elle, il semble humain. « Chloé a ses yeux, » observa Camille, « et cette détermination silencieuse. Hier, elle a passé 3 heures à essayer de dessiner l'immeuble de l'école avec une perspective parfaite. » François regarda Chloé, qui était par terre en train d'organiser ses crayons de couleur par tonalité, un autre trait obsessivement Dupont. Elle s'adapte bien à sa nouvelle école ? Camille avait transféré Chloé dans un collège privé qui offrait un soutien spécialisé pour les enfants dyslexiques, utilisant une partie du fonds éducatif que François avait insisté pour créer. Très bien. La professeure a dit qu'elle avait un talent exceptionnel pour les mathématiques visuelles, et elle se fait des amis. Camille sourit, y compris un petit garçon nommé Gabriel, qu'elle dit qu'il va se marier quand il grandira. François ressentit une étrange douleur dans sa poitrine. Se marier, elle n'a que 6 ans. Détends-toi, tonton François, Camille rit. C'est juste un amour d'enfant, très innocent. Quand même, tu es déjà jaloux. Imagine quand elle aura 15 ans. François pâlit rien qu'à y penser. Peut-être que je devrais engager des gardes du corps. François, Camille lui donna une légère tape sur le bras. Tu ne peux pas la surprotéger comme ça. Pourquoi pas? Je suis l'oncle, c'est ma fonction. Camille le regarda avec une expression amusée. Tu as beaucoup changé, tu sais. Il y a 3 mois, tu ne parlais presque pas avec nous. Maintenant, tu prévois d'engager des gardes du corps pour une fille de 6 ans. François considéra l'observation. C'était vrai. Il avait passé 45 ans à construire des murs autour de son cœur, et en quelques semaines, une petite fille et sa mère avaient tout fait tomber. « Vous m'avez changé, admit-il. Avant de vous connaître, j'existais. Maintenant je vis. » Camille devint sérieuse. « François, puis-je te poser une question à propos de ta cicatrice? Tu n'as jamais raconté comment. C'est arrivé. » François toucha inconsciemment la marque sur son visage. C'était un geste automatique qu'il faisait des centaines de fois par jour. « C'était quand j'avais 18 ans, dit-il lentement. Il y a eu un incendie dans l'immeuble où habitait ma petite amie de l'époque. Je suis entré pour essayer de la sauver. Tu as réussi? Oui, elle est sortie indemne. Moi, je n'ai pas eu la même chance. Une poutre enflammée est tombée et m'a frappé. » Camille resta silencieuse un moment. « Et elle? Vous êtes restés ensemble après ?» François rit amèrement. « Elle a rompu avec moi à l'hôpital. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas me regarder sans se souvenir du traumatisme, après 3 ans ensemble. François, je suis désolé. C'est là que j'ai appris que les gens ne voient pas au-delà de la surface.
et j'ai décidé qu'il était plus sûr de garder mes distances. Camille le regarda intensément. Tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, qu'il y a des gens capables de voir au-delà des cicatrices? Je sais, Chloé m'a appris cela le premier jour. Et moi? Demanda Camille doucement. Que vois-tu quand je te regarde? François la fixa, cherchant un signe de pitié ou d'inconfort. Mais tout ce qu'il voyait, c'était de l'affection, acceptation, famille. Je vois quelqu'un qui m'accepte tel que je suis. Exactement. Et c'est la différence entre l'amour véritable et la passion superficielle. À ce moment-là, François comprit qu'il avait perdu Camille comme intérêt romantique, mais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Une sœur qu'il aimait inconditionnellement, et une nièce qui voyait en lui non pas un homme marqué, mais un oncle qui la faisait se sentir en sécurité. Décembre arriva avec la chaleur étouffante de l'été normand et une nouvelle qui ébranla toute la stabilité que François avait construite avec sa nouvelle famille. Le docteur Henri appela un vendredi matin, la voix tendue d'une manière que François n'avait pas entendue en des années d'amitié. « François, j'ai besoin que tu viennes au bureau immédiatement. Il y a un grave problème. » « Quel genre de problème ? » « Clémentine Lefebvre et son père menacent de te poursuivre pour rupture d'engagement matrimonial. Ils affirment qu'il y avait un accord verbal de mariage et que ton refus cause des pertes de millions à leur entreprise. » François sentit son estomac se retourner. « C'est ridicule. Il n'y a jamais eu d'engagement. Formel. Je sais, mais ils ont des témoins prêts à jurer le contraire. Et François, il y a autre chose. Ils ont découvert pour Camille et Chloé. » Le sang de François se glaça complètement. « Que veux-tu dire ? Ils prétendent que tu as rompu l'engagement parce que tu avais une liaison avec une employée. Ils ont des photos de vous trois sur le balcon de la Penthouse, semblant être une famille. Ils menacent de rendre cela public si tu n'acceptes pas de payer une indemnité. » François raccrocha le téléphone avec des mains tremblantes. Il regarda autour du salon où Camille organisait quelques œuvres d'art qui étaient arrivées pour catalogage, tandis que Chloé dessinait tranquillement à la table à manger. La paix domestique qui était devenue si précieuse était sur le point d'être détruite. « François ?» Camille remarqua sa pâleur. « Quelque chose s'est passé ? » « Nous devons parler, toi, moi et Chloé. » Camille sentit la gravité dans sa voix et appela sa fille. Les trois s'assirent sur le canapé du salon, Chloé entre les deux adultes, ses yeux verts réalisant que quelque chose n'allait pas. « Vous vous souvenez que j'ai parlé de Clémentine, la femme avec qui ma famille voulait que je me marie. Celle qui ressemble à une poupée de magazine ?» demanda Chloé, faisant sourire Camille, malgré la tension. « Celle-là même. Eh bien, elle et sa famille sont très en colère parce que je n'ai pas voulu l'épouser. Et maintenant, ils menacent. » François hésita, cherchant des mots appropriés pour une enfant de 6 ans. « Menace de quoi ?» demanda Camille, une note de peur dans sa voix. « Ils vont essayer de salir notre réputation. Dire que vous deux êtes... que notre relation est inappropriée. » Camille pâlit. « François, si cela devient un scandale public... » « Je sais. Et il y a plus. Ils exigent une indemnité de plusieurs millions. Sinon, ils vont poursuivre l'entreprise. » « Combien ? 50 millions d'euros. » Camille s'étouffa. « 50 ? François, c'est une fortune. Pour eux, c'est du chantage. Pour moi, c'est un prix qui vaut peut-être la peine d'être payé pour vous protéger. »« Non !» Camille se leva brusquement. « Tu ne peux pas céder au chantage à cause de nous. Nous partons, aujourd'hui même. » « Camille ? Non, François, je ne vais pas te laisser détruire ta vie à cause de nous. » Chloé avait suivi la conversation avec une attention croissante. Maintenant, elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville en bas avec une expression trop sérieuse pour son âge. « Tonton François, » dit-elle sans se retourner, « la jeune fille poupée ment sur toi ? » ?»« Oui, Chloé, elle ment. Et elle veut ton argent parce qu'elle est en colère ? » ?»« En gros, oui. » Chloé se retourna, ses yeux brillants d'une détermination qui rappelait terriblement Antonio Dupont. « Alors elle est une mauvaise personne, et les mauvaises personnes ne devraient pas gagner contre les bonnes personnes ? » « Parfois, la vie n'est pas si simple, mon amour, » dit Camille doucement.
Mais vous m'avez toujours appris que quand quelqu'un est injuste, là, il faut être courageux et affronter, insista Chloé. Tonton François, tu vas laisser la jeune fille poupée gagner? François regarda sa nièce, cette fille extraordinaire qui avait complètement changé sa vie, et sentit une détermination grandir en lui. Tu sais quoi, Chloé? Tu as raison, je ne vais pas laisser. François, Marina alerta, réfléchis bien, 50 millions. C'est de l'argent, juste de l'argent. François se leva, prenant le téléphone. Docteur Henry, c'est moi. Prends rendez-vous avec Clémentine et son père pour cet après-midi. François, es-tu sûr? Absolument. Et je veux que tu prépares quelques documents pour moi, des documents sur l'enquête que nous avons faite sur les antécédents de Clémentine. De l'autre côté du fil, Henri rit. Ah, tu t'en souviens. Quelle enquête? Demanda Marina après qu'il ait raccroché. C'est une routine que je fais avec toute personne qui s'approche de moi avec un intérêt matrimonial. Et nous avons découvert des choses très intéressantes sur la famille Lefebvre. 3 heures plus tard, François était assis dans la salle de réunion du cabinet d'avocats le plus prestigieux de Paris, faisant face à Clémentine et Roberto Lefebvre. Clémentine était impeccable comme toujours, mais il y avait quelque chose de désespéré dans ses yeux parfaitement maquillés. Roberto, quant à lui, transpirait de nervosité malgré ses efforts pour maintenir une posture autoritaire. « François, » commença Roberto, « nous espérons que tu es venu ici pour être raisonnable. »« Je suis venu ici pour mettre fin à cette farce, » répondit François froidement. « Docteur Henry, peux-tu montrer les documents ?» Henry ouvrit un dossier et étala plusieurs photographies sur la table. C'étaient des photos de Clémentine entrant et sortant d'un hôtel avec un homme qui n'était définitivement pas François. Clémentine Lefebvre entretient une relation extra-conjugale depuis plus d'1 an avec André Guimarães, fils du député fédéral Marcos Guimarães, dit François calmement. De plus, il y a des enregistrements qu'elle a utilisé des cartes de crédit à mon nom pour financer des voyages romantiques avec lui. Le visage de Clémentine perdit toute couleur. « François, je peux expliquer ?»« Pas besoin, il y a plus. » François fit signe à Henri, qui étala d'autres documents. Roberto Lefebvre a des dettes de jeu s'élevant à 80 millions d'euros. Des dettes envers des personnes très dangereuses qui réclament le paiement. Roberto se leva brusquement. « C'est de la calomnie. C'est une enquête privée parfaitement légale. » François se renfonça dans sa chaise. « Maintenant, je vais faire une contre-proposition. Vous retirez toutes les accusations, disparaissez de ma vie, et je ne rendrai pas ces informations publiques. Sinon, en plus de vous poursuivre pour chantage, je vais m'assurer que toute la haute société parisienne sache exactement qui vous êtes vraiment. » Le silence dans la salle était assourdissant. « Tu ne ferais pas ça, » murmura Clémentine. « Essaie de me tester, » répondit François avec une froideur qui rappela à tous pourquoi il était craint dans le monde des affaires. Roberto et Clémentine échangèrent des regards désespérés. Ils savaient qu'ils avaient perdu. « Très bien, » dit finalement Roberto. « Nous retirons toutes les accusations, et vous ne vous approchez plus de moi, de ma famille ou de mes affaires. Nous sommes d'accord. » Après leur départ, François resta assis quelques minutes, traitant ce qui venait de se passer. « François, » dit Henri, « puis-je donner un avis personnel ? » « Bien sûr. En 20 ans d'amitié, je ne t'ai jamais vu te battre pour quelque chose avec autant de détermination. Marina et Chloé t'ont vraiment changé. » François sourit, un vrai sourire, libéré. Elles m'ont donné quelque chose pour quoi il valait la peine de se battre. Une vraie famille. En rentrant chez lui, il trouva Marina et Chloé attendant avec impatience dans le salon. « Et alors ?» demanda Marina. « C'est fini. Ils ont tout retiré. » Chloé courut pour l'embrasser. « Tu as gagné contre la jeune fille poupée. »« Nous avons gagné, » corrigea François, en étreignant aussi Marina. « Parce qu'une vraie famille gagne toujours. » Mai 2025 arriva avec cette fraîcheur caractéristique de l'automne parisien
qui peignaient la ville de tons dorés et orangés. Il s'était écoulé exactement 11 mois depuis qu'une fille de 6 ans avait touché la cicatrice d'un homme solitaire, transformant à jamais 3 vies qui s'étaient entrelacées de manière inattendue. François se réveilla ce samedi matin avec le son familier de rire venant de la cuisine. En s'y dirigeant, il trouva une scène devenue routinière, mais qui l'émouvait encore. Marina et Chloé préparant le petit déjeuner ensemble, tandis que Madame Olga tricotait dans le fauteuil près de la fenêtre, supervisant le tout avec son sourire serein. « Tonton François !» Chloé courut pour l'embrasser. Maintenant, une fille de 7 ans avec des cheveux qui avait enfin accepté de rester attachés en une tresse. « Aujourd'hui est un jour spécial. »« Et pourquoi est-ce spécial ?» demanda-t-il, feignant de ne pas savoir. « Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jour où j'ai touché ta cicatrice, » répondit-elle, radieuse. « Ma main a dit que nous pouvions célébrer. » François regarda Marina, qui sourit avec ce mélange de timidité et d'affection qui était devenu si familier. Au cours des derniers mois, ils avaient trouvé un équilibre parfait. Une famille construite non seulement par le sang, mais par l'amour, le respect et le soin mutuel. « Et comment allons-nous célébrer ?» demanda François, s'asseyant à la table où Madame Olga avait préparé un petit déjeuner complet. « Avec une fête d'été, » annonça Chloé, en battant des mains. « Sur la terrasse, maman a dit que nous pouvions inviter toutes mes amies de la nouvelle école. » François regarda autour de la table, sa vraie famille. Marina avait fleuri ces derniers mois en tant que conservatrice officielle de la collection, développant un catalogue détaillé des œuvres et organisant de petites expositions privées qui impressionnaient collectionneurs et critiques. Chloé s'était adaptée magnifiquement à la nouvelle école, où ses différences d'apprentissage étaient vues comme des dons spéciaux, et Madame Olga, à 67 ans, était devenue la matriarche aimante que François n'avait jamais eue. « Une fête d'été, en mai ?» demanda François, amusé. « C'est anticipé », expliqua Chloé avec la logique irréfutable des enfants. « Parce qu'en juin, nous serons occupés avec d'autres choses importantes. » François échangea un regard interrogateur avec Marina, qui rougit légèrement. « Chloé, » dit Marina doucement, « rappelle-toi que nous avons parlé de garder des secrets jusqu'au bon moment. » « Oups !» Chloé se couvrit la bouche avec les mains, mais ses yeux brillaient de malice. « Quel secret est-ce » insista François curieux. Marina prit une profonde inspiration, puis se dirigea vers l'étagère du salon et revint avec un dossier en cuir. « En fait, j'attendais jusqu'après la fête pour te le dire, mais... » Elle ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. « J'ai été accepté dans le programme de master en histoire de l'art de l'Université de Paris, avec une bourse complète. » François resta sans voix un moment, puis un immense sourire se répandit sur son visage. « Camille, c'est incroyable. Félicitations. » Et ce n'est pas tout. Elle continua, parlant maintenant rapidement, comme elle le faisait quand elle était nerveuse. Le professeur directeur a été impressionné par mon travail de catalogage de sa collection. Il veut que je développe ma dissertation sur l'art contemporain brésilien dans des collections privées. « Cela signifie que tu vas à Paris ?» demanda François, ressentant une pointe de panique. « Pas nécessairement. C'est un programme semi-présentiel. Je devrais y aller 1 semaine par mois, mais le reste du travail, je peux le faire d'ici. » François se leva et embrassa Camille avec force. « Je suis si fier de toi. »« Il y a plus, » Chloé interrompit, incapable de contenir son excitation. « Raconte le projet spécial. » Camille rit. « Chloé, tu es terrible pour garder des secrets. » Elle se tourna vers François. « Le professeur a également été impressionné par les dessins de Chloé que j'ai envoyé avec ma candidature. Il veut l'inclure dans un projet de recherche sur la perception artistique chez les enfants neurodivergents. » François regarda Chloé, qui vibrait pratiquement de joie. « Tu veux dire que tu vas aider maman dans la recherche ? Je vais dessiner des œuvres d'art célèbres de mémoire et ils vont étudier comment mon cerveau voit les choses, » expliqua Chloé. «
Et le meilleur, je vais gagner une bourse d'études pour les arts visuels. Madame Olga baissa son tricot et regarda François. Tu vois, j'ai toujours dit que cette fille était spéciale. Et Camille aussi, elles avaient juste besoin d'une opportunité. François se rassembla à nouveau, traitant toutes les nouvelles. Sa famille grandissait, évoluait, réalisait des rêves. Et il en faisait partie. Tu sais, dit-il lentement, j'ai une proposition à faire. Tous le regardèrent avec attente. Et si nous transformions une partie de la Penthouse en studio d'art, pour que Camille travaille sur sa dissertation et que Chloé développe ses talents? François, Camille commença, mais il leva la main. Laisse-moi finir. Et que diriez-vous de tout officialiser? Créer l'Institut Vasconcelos d'art contemporain, avec Camille comme directrice curatoriale et Chloé, comme notre première boursière? Le silence qui suivit fut brisé par Chloé. Cela veut dire que nous allons travailler ensemble pour toujours? Si vous le souhaitez, oui. Camille avait des larmes aux yeux. François, c'est plus que je n'ai jamais rêvé. C'est plus que n'importe lequel d'entre nous n'a rêvé, ajouta Madame Olga. Quand Olga Santos a adopté un bébé orphelin il y a 28 ans, je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait partie d'une famille comme celle des Vasconcelos. François regarda autour de la table, vers ces 3 femmes qui avaient complètement transformé sa vie. Enfin, fait Madame Olga, je pense que c'est nous qui sommes devenus partie de la famille Santos Vasconcelos. Cet après-midi-là, la terrasse de la Penthouse se remplit d'enfants, de fanions colorés et de musique de fête d'été. François, qui 1 an auparavant ne supportait pas le bruit ou le désordre, se retrouva au milieu de la confusion, à aider Chloé à organiser des jeux pour ses amis. « Tonton François ?» demanda une des amies de Chloé. « Est-ce vrai que tu es très riche ?» François regarda Camille, qui réprima un sourire, attendant de voir comment il gérerait la question. « Tu sais ?» François s'accroupit à la hauteur de la fille. « Je pensais autrefois que d'avoir beaucoup d'argent me rendait riche, mais j'ai découvert que d'être entouré de personnes qui m'aiment est ce qui me rend vraiment riche. » Ah, la fille acquiesça sérieusement. « Alors tu es vraiment riche, parce que Chloé t'aime beaucoup. » François sentit ses yeux se remplir de larmes. « C'est vrai, je suis l'homme le plus riche du monde. » Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel parisien de rose et d'orange, la fête se termina. Les enfants s'en allèrent, Madame Olga se retira pour se reposer, et François, Camille et Chloé restèrent seuls sur la terrasse, observant la ville s'illuminer en dessous. « Chloé, » dit François, « puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. » « Ce premier jour, quand tu as touché ma cicatrice, pourquoi as-tu fait cela ?» Chloé réfléchit un moment, avec cette gravité qui parfois la faisait paraître beaucoup plus âgée. « Parce que tu avais l'air triste, et maman dit toujours que quand quelqu'un est triste, on doit montrer de l'affection. Et maintenant, j'ai encore l'air triste ?» Chloé l'étudia attentivement puis sourit. « Maintenant, tu as l'air heureux, comme complet. » François regarda sa cicatrice réfléchie dans la vitre de la fenêtre. Pour la première fois en 27 ans, il ne la vit pas comme une marque de différence ou d'inadéquation. Il la vit comme ce que Chloé avait dit le premier jour, l'endroit où un ange l'avait embrassé pour le rendre plus fort. « Camille, dit-il, merci. » « Pourquoi ? Pour m'apprendre que la famille n'est pas celle qui partage le même sang. C'est celle qui choisit de rester, qui choisit d'aimer, qui choisit de construire quelque chose de beau ensemble. » Camille sourit, passant son bras autour des épaules de Chloé. « Merci de nous choisir aussi. »« Toujours, » répondit François. « Pour toujours. » Chloé s'approcha de François et pour la 100e fois depuis ce premier jour, toucha délicatement sa cicatrice. Mais maintenant, au lieu de murmurer sur les anges, elle dit « Papa, ta cicatrice est belle parce que c'est elle qui m'a donné une famille. » François avait passé 45 ans à construire des murs autour de son cœur,
convaincu qu'il était plus sûr d'être seul. Une fille de 6 ans les abattit tous avec un seul toucher, lui enseignant que les marques que nous portons ne sont pas des signes de faiblesse, mais des preuves de notre capacité à survivre, grandir et aimer. En regardant Paris briller dans la nuit qui arrivait, avec Camille et Chloé à ses côtés, François sut qu'il était enfin rentré chez lui. Pas à l'adresse figurant sur ses documents, mais à l'endroit où il appartenait, dans le cœur d'une famille qui avait choisi d'aimer inconditionnellement. La cicatrice qui avait un jour été sa malédiction était devenue sa plus grande bénédiction, car c'est elle qui lui avait apporté l'amour d'une fille extraordinaire et de sa mère tout aussi spéciale. Et lors des nuits silencieuses qui viendraient, François toucherait encore la cicatrice sur son visage, mais maintenant avec gratitude, se souvenant toujours des mots de Chloé. Les cicatrices sont les endroits où les anges nous embrassent pour nous rendre plus forts. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et si vous avez regardé jusqu'ici, commentez « J'ai regardé jusqu'ici » et laissez votre avis sur cette histoire. Ah, et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran final. Elle est très émouvante.